Bienvenue Sonia dans cet épisode de podcast. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour inaugurer du coup ces nouveaux épisodes avec des invités. Donc merci d'être là. Merci à toi, Stéphanie, de m'inviter. Je suis ravie de faire partie du podcast Maison 4 et de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet qui nous passionne. En plus, tu es déjà venue. Pour ceux qui écoutent le podcast depuis un petit moment, vous avez peut-être déjà entendu Sonia. On avait parlé du transgénérationnel, des mémoires familiales et du lieu de vie. Donc, Sonia, tu nous en reparleras un petit peu plus au cours de cet épisode. L'idée de cet épisode, c'est que tu nous partages en fait un petit peu plus, toi, ton chemin, ton parcours avec le transgénérationnel et tes mémoires familiales à toi. Donc moi déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quand je te dis mémoire ou mémoire familiale, quand tu entends ces termes-là, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce qui te vient spontanément? Ce qui me vient spontanément, c'est l'histoire de ma famille, hein. C'est l'histoire du pays dont mes ancêtres sont originaires, c'est-à-dire le Portugal. Et je pense que c'est vraiment le déracinement, c'est parce que c'est ce que j'ai ressenti dès très jeune, si tu veux. Vraiment, toute cette histoire qui a été familiale, qui a été catapultée dans un monde où ça ne fonctionnait pas pareil. Donc c'est ça que ça m'évoque toutes les femmes de ma lignée, tous les hommes de ma lignée, tous mes ancêtres, leur manière de vivre, de penser et et puis tout ce qu'ils ont pu en termes de valeurs très fortes m'apporter et aussi, tout ce que j'ai plus envie de reproduire parce que je ne suis pas eux, mais parce qu'en plus je ne suis plus, je ne grandis pas au Portugal, tu vois? Ouais, c'est hyper intéressant et du coup, tu poses ça dès le début de l'épisode et c'est chouette parce qu'effectivement, ce qui est intéressant dans cet échange aussi qu'on a toutes les deux, c'est que toi, il y a vraiment dans ton histoire familiale cette histoire particulière avec ce qu'on appelle dans le transgénérationnel les mémoires de déplacement, tout ce qui est autour des mémoires ouais, géographiques, on va dire, puisque du coup, ta famille a quitté le Portugal pour venir en France Mmh. avant ta naissance, si je ne me trompe pas. C'est ça. Du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment tu sens que cette histoire-là, cette histoire familiale, elle a pu t'impacter ou t'impacte encore aujourd'hui et comment tu as peut-être commencé à faire des liens, comment tu as pris conscience que cette histoire, elle était importante à prendre en compte dans ton présent, en fait? Alors, déjà, la prise de conscience, elle est là depuis toujours, je pense. Je me suis toujours interrogée justement sur, heu, l'impact et les injonctions que pouvaient avoir mes parents, par exemple, liées à la culture de leur pays et dans lequel, même s'ils sont très bien adaptés, mais il n'empêche qu'on restait avec une éducation et une culture portugaise, tu vois? Et parfois mes parents étaient le fait de confronter, pardon, aux cultures de la France, mais ils étaient plus trop d'accord Mm. ou en accord avec le mode d'éducation qu'ils avaient reçu, avec la manière d'élever des enfants ou de vivre en société, parce que, voilà, on était en France. Mais malgré tout, ils avaient beaucoup de mal à lâcher. Souvent, les Mm. discussions, c'était: «Oui, mais nous, on fait comme ça», tu Ouais. vois? «Oui, mais Mm. pourquoi est-ce qu'on vous faites comme ça, papa, maman?» «Beh, parce que c'est comme ça. On est des Portugais, on doit faire comme ça» Ouais. et donc ça, déjà, dès très jeune adolescente, ça me questionnait énormément. Mm. J'ai aussi très vite pris conscience, du contexte dans lequel mes parents sont partis. Mes parents, ils ont chaque immigration a une raison. Mhm. On n'immigre pas par, alors aujourd'hui on s'expatrie, mais Mm. à l'époque on parlait vraiment d'immigration et Oui, mes puis parents au sont Portugal, excuse-moi, je te coupe, mais au Portugal, on parlait de dictature à l'époque où tes parents ont quitté le pays. alors voilà et si tu veux mes parents donc sont partis parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils étaient pas en sécurité, parce qu'ils avaient envie d'un avenir meilleur pour leur enfant. Mm. Mais ils sont partis, donc en pleine dictature et puis, donc ils sont restés portugais pendant un moment donné, mais d'un coup, on sentait bien qu'ils étaient plus l portugais au Portugal et pas français en France. Mm. Parce qu'en fait, il y a eu aussi, par rapport au Portugal, hein, il y a ceux qui sont restés pour se battre Ouais. contre cette dictature, qui ont fait la révolution Mm. le 25 avril, des œillets. Et mes parents, même si au départ ils étaient respectés sur le fait de partir, il y a eu un moment donné où, alors je pense qu'eux n'avaient pas conscience de ça, mais moi ça Mm. m'a frappé, ça fait quelques années que ça m'a vraiment frappé. Eux, ils sont pas restés pour sauver leur pays. Mm. Quelque Ouais. part, ils ont fui. Donc tu vois, même ça, je voyais bien que mes parents avaient une relation hyper ambiguë avec le Portugal. Ouais. Mais comme je peux l'avoir aussi, hein. Mhm. Heu voilà.
comme je peux avoir cette ambiguïté entre la France et le Portugal. Donc, très clairement, moi, je me suis, bah, tu sais, toujours intéressée au lieu de vie. Et enfin, pour moi, dans mon ressenti, c'est que le lieu de vie, c'est vraiment l'endroit où, tu vois, on a beau faire du développement personnel, mais c'est là où tout se catalyse, peut se Mm. cristalliser, peut au contraire évoluer, et y compris dans nos lignées. En fait, je me suis rendu compte que à travers mon lieu de vie, même je perpétuais certains héritages portugais et Mhm. qui ne me faisaient pas forcément du bien, tu vois. Même Ouais. dans ma manière d'être mère, tu vois, se pose toujours la question quand on devient mère de se dire, ah ouais, mais attends, moi Ouais. j'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de dire je t'aime à mon enfant, j'ai envie de lui parler, et je te parle de ça il y a 25 ans, hein. Mm. En tout cas, moi, les mémoires familiales et les constellations, ça a toujours été quelque chose, je pense, qui m'a toujours interpellée. Je te l'ai souvent dit, la première lecture que j'ai fait là-dessus, c'est sur le livre d'Anne Ancelin, et je pense Mm. que j'avais 16-17 ans, tu vois. Ouais. Et ce livre-là m'a marqué à tout jamais. Je pense qu'il a forgé la personne que j'étais. C'est vrai que dans ce que tu partages, ce qui est hyper important à prendre en compte quand il y a des mémoires comme ça de déplacement, d'avoir quitté son pays dans l'histoire familiale, c'est qu'il peut y avoir une forme à la fois de loyauté au pays d'origine, qu'on peut reproduire du coup, comme tu le disais, par des comportements, par des façons d'être, par voilà, des choses qu'on va intégrer aussi dans notre lieu de vie, même si c'est pas forcément juste pour nous. Donc il y a une forme de loyauté. Il peut y avoir de la culpabilité aussi, tu l'as nommé, d'avoir quitté le pays, d'autant plus quand le pays est dans des conditions difficiles. Bah, nous, voilà, on part, on fuit d'une certaine manière, alors que le but, bah, c'est d'offrir un meilleur avenir à notre famille, hein. Et puis, ça peut être d'autant plus présent en plus. À la fois la loyauté, la culpabilité, quand il reste des personnes de notre famille qui restent dans le pays, et que du coup, voilà, on se dit, bah, eux, on les a laissés, nous, on est partis, on sauve notre peau, donc pas forcément évident. Et puis, toutes les difficultés quand on arrive aussi dans un pays qui n'est pas le nôtre, de vouloir s'intégrer et en même temps, voilà, trouver l'équilibre entre bah, mon pays d'origine, le pays qui m'accueille. Moi, je sais que j'ai accompagné des femmes qui me disaient, voilà, sur différents pays d'Europe notamment, bah, en fait, les noms ont été francisés en arrivant en France. On perd une partie du coup de l'identité, ou des personnes qui me disent, ben voilà, moi, mes parents, ils m'ont pas du tout appris leur langue maternelle, leur langue d'origine, parce que il fallait être français, parler français, et du coup laisser tomber aussi toute notre histoire. Et ça, c'est vraiment des choses qui peuvent avoir de l'impact, parce qu'après, dans la descendance, on peut avoir du mal à se situer, à trouver pleinement sa place. En fait, c'est ce type-là de problématiques après qu'on peut rencontrer, de finalement d'où je viens, en fait. Peut-être avoir du mal aussi à se sentir quelque part chez soi. Je suis pas vraiment chez moi en France, je suis pas vraiment chez moi non plus dans mon pays d'origine parce que il a été quitté et peut-être qu'il y a eu une coupure dans la transmission. Donc c'est vrai que c'est tout ça que ça peut amener comme difficulté autour. Et tu parles de loyauté familiale. Moi, j'ai l'intime conviction que le Portugal, en plus, on se doit, nous, l'héritage qu'on a, on a même un geste pour le faire, tu vois. On se tape sur le cœur avec le poing et en disant le pays, tu vois, ou pays. C'est vraiment, voilà, Ouais. c'est quelque chose que tout Portugais ou même descendant portugais connaît, je pense. Et effectivement, ma mère avait honte quand on parlait portugais dans les magasins. Et moi, j'ai toujours accentuer ça. Aimer parler portugais en disant: «Mais moi, je suis fière d'être portugaise». Mm. D'autant plus que, heu, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture. Mais moi, quand j'ai grandi, être portugais, c'était être un peu en bas de l'échelle sociale, tu vois? Mm. Tous les immigrés qui sont venus quand la France était en plein, boom économique, heu, on était que ça leur pas que les Portugais, hein, les gens d'Afrique du Nord, les gens de l'Est et compagnie, on était vraiment, voilà, Mm. socialement, en bas de l'échelle. Mm. Et oui, il y a vraiment cette notion de loyauté, et c'est vrai que moi j'ai eu du mal, et parfois c'est dans mon cheminement personnel, et c'est là l'une des grandes couches d'oignon que j'ai à développer, à lâcher prise plutôt, c'est vraiment, la ma place. Enfin, Ouais. voilà, tu le sais, tu fais partie des gens qui m'accompagnent aussi à à trouver ma place exactement, Mm. et être fière, de prendre pleinement ma place, quoi. Mm. Oui, et puis donc il y a les problèmes de place, effectivement, et puis il y a autre chose auquel je pensais en t'écoutant. Alors évidemment, là, on discute, c'est pas des généralités, donc
je voudrais pas faire de raccourcis pour les personnes qui écoutent, mais parfois, ce qui peut se mettre en place aussi, c'est la parentification. Quand ben, les parents, du coup, arrivent dans un pays dans lequel ils ne parlent pas forcément la langue, etc. Et puis les enfants, eux, ils vont aller à l'école, ils vont apprendre la langue très rapidement, facilement. Et donc, parfois, on va compter sur nos enfants pour faire certaines choses, des démarches, pour traduire, pour voilà, nous aider finalement aussi à nous intégrer. Donc, la parentification, c'est vraiment quand les enfants peuvent devenir, à certains moments, hein, pas forcément au quotidien, mais à certains moments, parents de leurs parents. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être accentué avec ces mémoires-là. Et avec l'immigration. Ouais. Pleinement. Moi, j'ai appris à parler français à l'école et à 5 ans, j'allais traduire pour mes parents, les impôts, enfin on allait, tu vois, le moindre, voilà, la moindre chose, effectivement, ça c'est inévitable, tu vois? Mm. Et ça reste, c'est dur aussi de sortir de là parce que les parents et surtout au Portugal où tu as une notion de famille qui est très ancrée, Oui. où les anciens, tu dois prendre, soin de tes anciens, Mm. tu dois respecter tes anciens. Eh bien Mm. effectivement, ça c'est aussi je pense que toute ma vie, j'ai pris ce rôle-là, Mm. auprès de mes parents, même si j'en avais conscience, grâce effectivement au travail aussi, lié au trajet que j'ai pu faire sur moi. Et se débattre de ça, c'est hyper compliqué parce que rentre le sentiment de ne pas être loyal à ses parents, Mm. de ne pas rentre en compte le sentiment de culpabilité. Enfin, Mm. tu vois, c'est plein, plein de choses. C'est très compliqué de sortir de ça. Ouais, 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 c'est vraiment pas évident. Du coup, tu citais tout à l'heure le livre de Anne Ancelin, donc qui est Aïe mes aïeux, qui est une Mm. référence en psychogénéalogie, hein. C'est elle qui a introduit vraiment ce principe de la psychogénéalogie. Donc, tu disais que tu l'avais découvert autour de tes 16 ans. Et du coup, derrière, qu'est-ce que ça t'a donné envie justement d'aller plus loin, d'explorer, de peut-être découvrir des thérapies pour petit à petit prendre du recul sur ton histoire familiale et construire aussi ta propre vie et perception des choses? Qu'est-ce que tu as fait? Disons que ce livre a vraiment marqué, le fait de travailler sur moi, tu vois? De Mmh. me faire accompagner, sur un travail, de développement personnel, aussi spirituel, pour pouvoir justement, ben, être vraiment moi-même, peut-être tout cet héritage aussi, porté, pouvoir m'en libérer, du moins, apaiser ma relation Mmh. et oui, donc bien sûr, beaucoup de développement personnel tout au long de ma vie, hem, mais j'avais pas les constellations étaient déjà venues à moi, il y a très, très longtemps. Mais Mmh mh. je sais exactement où, je me souviens exactement du moment où on me l'a proposé et en fait, je n'aimais pas la personne, qui le faisait, tu vois? Mmh. Et j'ai vraiment beaucoup hésité et à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, voilà, suis ton intuition et ton ressenti. C'est pas le moment, c'est ce qui m'est venu». Peut-être j'avais 20 ans, tu vois? C'est arrivé Mmh. très vite, et puis ensuite sur mon chemin, donc il y a peut-être une dizaine, ouais, une dizaine d'années, j'ai rencontré donc, dans un cadre professionnel, heu une personne qui fait donc des constellations familiales, qu'on connaît toutes les 2, Mmh. qui s'appelle Olivia et là vraiment, je dirais que c'est l'outil, alors peut-être parce que j'avais déjà fait du dev perso et que j'avais déjà une vision plus Mmh. holistique, tu vois, de Ouais. ma vie, plus, mais ça a vraiment été l'outil pour moi qui a été, transformateur en profondeur Mmh. et c'est pour moi l'outil qui me transforme le plus. Ouais. Hem Donc ben, voilà, ça a vraiment démarré là. Alors sans être, moi j'éprouve pas toujours le besoin d'aller consulter régulièrement, mais en période de crise ou de mal-être Mmh. profond ou quand je sens que je lâche pied et que je n'arrive plus à comprendre, tu vois, ce que je vis, quand Ouais. mes émotions ont pris le dessus, et souvent face à une Mmh. situation qui se passe dans ma vie et qui vient me choquer, tu vois? Qui Ouais. vient me Réveiller des foncer choses. dessus. Ouais. Mmh. Et bien, c'est vraiment pour moi, c'est dans ces circonstances-là, l'outil, tu vois, du tranché, c'est vraiment le plus impactant et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a un côté extrêmement ancré. C'est-à-dire que moi, Mmh. je ne pense pas être, enfin, j'ai besoin d'ancrage, tu vois? Autant, Ouais. voilà, mais le côté que perché, ça me correspond pas et là, en fait, c'est très juste, les Ouais. constellations et ce n'est pas, voilà, c'est pas un outil, tout a du sens et et tout est tellement vrai, en fait, à partir du moment où on comprend aussi le fonctionnement et Mmh. ce que tu expliques très bien, de comment est-ce que les traumas de nos lignées
parce qu'on va parler des traumas, forcément, on garde Ouais. ce qui est bon, tu vois, Mmh. nous sont transmis, en fait. On sait hein, qu'aujourd'hui, génétiquement, on retrouve trace en Ouais, c'est épigénétique ça. de ces traumas. Et voilà, et donc oui, ça fait 11-12 ans que ça fait réellement partie de ma vie, à tel Mmh. point que je me suis formée, forcément, et que ben, dans ma relation au lieu, bah, même pour moi, c'est extrêmement lié, en fait. Ça a Mmh. toujours été lié, en fait. De là où je venais, et ce que je pouvais mettre qui ne m'appartenait pas dans mon lieu de vie. Ah, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu utilises, cette approche, transgénérationnelle, dans ta pratique donc de thérapeute, dans tes accompagnements, autour du lieu de vie? Et est-ce que tu aurais, peut-être aussi un exemple à nous partager, d'une personne que tu as pu accompagner sur son lieu de vie et peut-être en lien justement avec, les mémoires familiales, avec ses origines géographiques, culturelles et cetera? Si tu as des choses à nous partager? Alors, quand j'ai vraiment décidé, enfin, le lieu de vie, ça a toujours été une évidence, mais c'était compliqué de trouver, hem, des formations qui pouvaient, justement, rentrer dans l'état d'esprit que je pouvais avoir et dans la relation avec le lieu de vie. Et une fois que j'ai commencé à me former au feng shui, à la géobiologie, à la psychologie de l'habitat, à la psychologie des couleurs aussi, tout ça, enfin bref, hem ça a été hyper compliqué pour moi parce que je mettais pas le transg au départ dedans, tu vois? Même si je ne savais pas comment faire, et pourtant, à chaque fois que j'allais chez des clients, tu vois? Mes tout premiers clients, c'était évident, je n'osais pas en parler, mais que la manière dont tu vis dans le lieu, il est aussi impacté par ta culture, heu, par, la manière dont tes parents ont vécu, et pourquoi est-ce qu'ils ont vécu comme ça, tu vois? Et du coup, très vite, c'est devenu indissociable pour moi. C'est-à-dire que, tu vois, comme exemple vraiment concret, ça peut être: j'ai peur, alors très basiquement, hein, j'ai envie d'acheter, mais j'ai peur de faire les travaux parce que je sais que je n'en serai pas capable. OK? Mais tu en es pas capable, pourquoi? Eh bien, en fait, quand tu commences, alors tout simplement, tu vois, ça a vraiment été mes premières ébauches, mais genre, bah, quand tu comprends que, heu le parent en question, enfin que le père, n'a pas réussi justement à acheter une maison, qu'il n'a pas réussi à rénover, et que, il n'a pas réussi à mettre ses enfants à l'abri, il a dû faire vivre ses enfants dans une caravane. Là, tu Mmh. comprends. Déjà, tu fais Ouais. un premier lien, tu te dis: «Il est normal». Mmh. Et tant que tu conscientises pas ça, tu vois? Il est normal tu ne tu ne et que tu aies cette peur-là et ce blocage. Et on peut même, alors après je vais pas raconter toute l'histoire, mais et quand vraiment tu vois la lignée du père, et ben, tu comprends plein de choses. Pourquoi le père aussi, n'a pas réussi, et ainsi de suite. Ça va dans tout, même dans l'alimentation, dans la manière d'oser arrêter un allaitement, tu vois? Et bien, on se rend compte qu'en regardant l'intérieur, tout ça est inscrit sur la manière de vivre, et tu fais les liens, en fait, très, très vite. Ça peut être aussi, par exemple, sur hem, des choses, des blocages, ou en tout cas des choses à répétition qui se passent d'une lignée à une autre, liées à l'argent. Bien, tu te rends compte aussi qu'il y a beaucoup de symbolique, que quand tu lis l'intérieur de la personne, eh bien, les ancêtres ne sont présents nulle part, ou que les meubles sont extrêmement bas et que tous les murs blancs, n'ont rien, alors que c'est typiquement la symbolique d'honorer ses ancêtres. On n'est pas obligé de les honorer en mettant des photos, bien évidemment, mais de conscientiser ça. On se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont inscrites à l'intérieur, et je ne peux pas avoir un autre regard que ça, en fait. Je n'en suis pas capable. C'est ce qui et pour moi, c'est même de commencer par ça. C'est ce qui me Mmh. saute aux yeux le plus, tu vois? Et Mmh. juste en échangeant avec la personne, d'avoir conscience de tout ce qui se joue, mais y compris notre trajet, quoi. Mmh. Même dans le choix du lieu où on habite, tu vois? Ouais. Inconsciemment, notre manière d'habiter, notre manière de décorer, notre manière de vivre, notre rythme de vivre, et tu vois, Ouais. c'est vraiment pour moi le début du travail. Mmh. Et tu parles d'un truc, qui moi me touche particulièrement aussi, c'est la question d'honorer ses ancêtres. Comment on peut honorer ses ancêtres aussi à travers le lieu de vie? Parce que c'est vrai que, bah, voilà, on parle de libération, on parle de traumatisme, de guérir et cetera. Donc oui, quand on fait une thérapie transgénérationnelle, on va plutôt s'intéresser à ce qui «dysfonctionne» entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est aussi hyper important et moi je mets aussi l'accent dessus dans mes accompagnements, sur comment on honore, comment on remercie, comment on se raccroche aussi à ses origines qui sont les nôtres. Est-ce que tu aurais, comme ça, alors même si j'imagine qu'évidemment ça dépend de chaque personne, chaque lieu de vie, mais est-ce que tu aurais des choses à nous partager sur comment
on peut honorer aussi nos ancêtres à travers le lieu de vie. Parce que, par exemple, moi, tu vois, je me verrais pas faire un mur de photos en noir et blanc là, de tous mes ancêtres. Je trouve ça un peu glauque, tu vois, pour être honnête. Voilà, après, chacun ses goûts, mais ça fait un peu mausolée, quoi, tu vois. Donc, je sais pas si toi, tu as des tips justement là-dessus. Si tu veux, encore une fois, pour moi en tout cas, tout doit être simple, doit être en harmonie avec toi. Et justement, ce que je propose souvent à mes clients, c'est parfois de faire un tout petit hôtel, tu vois? Où tu Mhm, viens alors c'est selon la problématique, si tu as besoin d'honorer tes ancêtres ou de lâcher prise avec tes ancêtres, tu vois? Soit mhm, de couper ou au contraire de ramener un peu de ton histoire familiale dans ta vie pour stabiliser, et donc ça peut être un petit hôtel avec juste un objet ou même un objet qui symbolise l'ancêtre ou même, un objet qui symbolise le pays, tu vois? Quand tu es mm, déconnecté de ton pays d'origine et que du coup, bah, ça peut poser des problématiques. Ça peut être, une musique, enfin, ce qui te fait plaisir, ce qui est en mhm, adéquation avec toi. Alors, bien sûr que j'utilise aussi des rituels de libération, tu vois? mhm, Plus traditionnel, qui peut être justement de prendre un objet, d'aller poser dans cet objet, alors souvent c'est un objet qui est symbolique et qui a déjà une histoire et d'aller le en conscience se libérer de cet objet et donc de toute l'histoire qu'il y a avec, qui ne nous appartient pas. Ça peut être aussi des rituels d'écriture, ça peut être des d'aller brûler, tu vois? Un simple mot, ça peut être, des phrases et des mots à prononcer en conscience, tu vois? mhm, Heu, voilà, avec tout l'amour qu'on peut avoir pour nos ancêtres, mais voilà, d'aller dire que tout cela ne m'appartient pas, que, mhm, merci, mais voilà, que enfin, comme tu peux le faire toi en constellation, en accompagnement, sauf que là, on peut utiliser des objets, soit se séparer d'objets, soit au contraire, utiliser des objets concrets, pour pouvoir, voilà, faire un hôtel le temps qu'il faut. Tu es pas obligé toute ta vie d'avoir un hôtel. Et puis l'hôtel, il peut tenir dans une boîte, tu vois? Il est pas obligé d'être visible. C'est vraiment comment tu le sens, comment tu en as besoin, comment il est en harmonie avec toi, comment ça te plaît, que ça te fait kiffer, que ça a du sens pour toi. Il y a quelque chose d'important aussi quand tu partageais tout à l'heure, quand tu parlais du fait que tes parents, du coup, ont quitté leur pays d'origine pour venir en France. Ce qui peut laisser aussi une empreinte aux descendants, c'est la façon dont le voyage s'est passé. Parce que, bah, évidemment, c'était pas forcément dans des conditions comme on pourrait le faire aujourd'hui. C'était pas forcément du grand confort. Et puis surtout, voilà, qu'est-ce qui a pu être vécu en fait pendant ce voyage. Donc là, on peut parler parfois de certains traumatismes. Et c'est aussi des choses qui peuvent laisser des traces, surtout, on le sait, avec les traumatismes, si on n'en parle pas, si ça n'a pas été pleinement éprouvé, si c'est voilà, mis de côté en fait dans un petit tiroir et qu'il faut surtout pas en parler. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça aussi? Alors c'est effectivement, c'est flagrant. Mon père est d'abord venu, il aurait dû continuer, je sais pas où, je crois en Suisse, en Belgique ou mais il s'est arrêté, dans le centre de la France et ma mère est venue ensuite quelques mois après. Alors tout ça est très flou parce que justement, on en parle peu dans la famille, parce que ça a été hyper traumatisant et donc ma mère est venue seule avec mon frère qui avait à l'époque, 2 ans et demi, 3 ans et donc en se cachant la journée et en passant les frontières grâce à des passeurs la nuit et donc bon, c'est un peu Linda de Souza, la valise en carton, hein, mais c'est la réalité et encore aujourd'hui malheureusement beaucoup de gens, heu, vivent ce genre de choses et Oui. donc en termes de trauma, c'est clairement la peur de l'autre, Mm, la peur de l'étranger. mm, Ma mère a toujours extrêmement peur, voilà, hem, de l'étranger quoi, vraiment très, très oui. peur. Il y a, on n'en parle pas parce que c'est un traumatisme genre, on sait très peu ce qui s'est passé. Au Mhm, fil du temps, j'ai eu quelques échos parce qu'il y a aussi eu de la violence. Il y mhm, a, parfois même, à des extrêmes, des morts, tu vois? Et mhm, donc mon père a lâché quelques bribes dernièrement et je comprends mieux aussi leur rapport, leur lien et au pays dans lequel ils sont et dans notre mode éducatif mm. par rapport aux autres. Et donc Ouais. forcément que ça, ce sont des traumatismes Mm, qu'eux-mêmes n'ont ils ont pas la notion de traumatisme ou ce genre de choses, mais qu'ils nous ont, inculquées, tu vois? mm. Oui, parce qu'après, ça peut Ensuite aussi se retransmettre par justement des peurs, de l'hypervigilance, de l'hyperprotection, parce qu'on a exactement. peur qu'il arrive quelque chose voilà, à notre entourage, à nos enfants, etc. Donc ça peut se manifester comme ça. Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui s'est Mm. passé. Merci Sonia pour cet échange. C'était Voilà. passionnant de partager tout ça avec toi.
Donc, si vous avez envie de découvrir l'approche de Sonia et les liens qu'elle fait entre le transgénérationnel et le lieu de vie, je vous mettrai ses coordonnées dans la description de ce podcast. En tout cas, merci encore à toi pour tout ça, pour tout ce que tu as partagé. C'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup.